Chapitre 11 de la lettre F. En sortant du restaurant, j'étais d'humeur mélancolique. Je ne voulais pas rentrer à l'hôtel. J'ai déambulé dans les rues, l'esprit abattu. Le visage de la jeune fille aperçue au restaurant me troublait. Pourquoi n'étions-nous pas heureux? Je suis entrée dans un cinéma. Je me sentais plus en sécurité dans une salle noire que dehors. Le film était à la fois obscène et politique. Le personnage principal, François Fisher, s'accotinait avec une bande de malfaiteurs, Frida Falbani, Florence Falma, Fabien Frey et Félix Fukuda, et ils menaient ensemble une existence dépravée, asociale. On les voyait détruire des ordinateurs, fumer sans vergogne, s'accoupler à droite et à gauche sans passer par des centres de politique sociale, reluquer de petits enfants sans se contenter de les reluquer, distiller des alcools interdits, engendrer de futurs monstres sans l'approbation des instituts de la politique humaine, bafouer l'ordre public, rejeter le gouvernement et finir minis par des partis et lynchés par une foule justicière. Des images du film me semblaient familières. Oui, j'avais vu ce film bien des années auparavant. Le personnage principal ne s'appelait pas Fisher, mais tous se réunissaient pour célébrer leur 35e anniversaire. On les voyait alors passer leur année fatidique. C'était l'époque où le ministère avait décrété que tous les citoyens âgés de 35 ans étaient du surplus et devaient être liquidés au cours du mois suivant leur anniversaire. À la suite d'études statistiques approfondies, on affirmait qu'à cet âge, les gens devenaient un risque sérieux pour la société, ce que le film démontrait amplement. Par la suite, les démographes avaient fortement critiqué l'usage de ce critère et la campagne d'élimination avait pris en moins de quelques semaines. C'était inquiétant. Se servir d'un même scénario, utiliser 2 fois le même film, ça pouvait se défendre. Une question plus importante se posait. Pourquoi la politique sociale exigeait-elle, pour le bien collectif, l'écrémage périodique de larges segments de la population? Peut-être fallait-il pallier l'absence de guerre ou régulariser l'expansion de la population? Je suis sortie de la salle sans plus me poser de ces questions inutiles. Personne ne savait le pourquoi. Personne. Les meilleurs techniciens ne pouvaient plus découvrir par quel cheminement, par quel circuit complexe nos ordinateurs parvenaient à leurs réponses. Les fonctionnaires, toujours prudents, faisaient des projections et s'assuraient scrupuleusement que les résultats s'avéraient bénéfiques pour l'ensemble de la société. Autant me mettre cela dans la tête une fois pour toutes et ne m'occuper que de ma survie. Sur le chemin de l'hôtel, un sentiment de danger m'oppressait. J'avais parlé brièvement avec l'hôtelier. Il me demandait d'où je venais, s'il y avait beaucoup de pénaux dans la ville, si je fréquentais assidûment ma parenté. Il avait prononcé mon nom plusieurs fois. C'est la première fois que je vois ce nom. Certains noms sont plus courants que d'autres. Je ne l'ai pas trouvé dans l'annuaire de la ville. Il avait donc effectué des recherches et aussitôt inventé une histoire. Quand mes parents se sont installés ici, on était en train de passer aux annuaires électroniques. À ce qu'ils m'ont dit, nos ancêtres s'appelaient Pénaud. Au début, c'était un surnom, parce que le premier avait l'air triste, semblait-il. Plus tard, on a changé l'orthographe. D'abord Pénaud, P-E-N-E-A-U, puis Pénaud, P-E-N-E-A-U. Ce nom existe depuis 2 siècles. Je comprends, tout s'explique. Oui, je me souvenais de son air. Il me regardait tranquillement avec le sourire de ceux qui vont trahir. J'appréhendais l'instant où j'atteindrais l'hôtel. Entrer ou ne pas entrer? Avait-on découvert mon jeu? Que pouvais-je faire de toute façon? Avant de pousser la porte, j'ai inspecté les lieux, le nez contre la vitre. Tout semblait normal. Je suis entrée. L'hôtelier m'a salué cordialement, comme les autres soirs. Ma méfiance ne relevait que de mon imagination. C'est alors qu'il s'est rendu à la porte et l'a fermée à clé, et j'ai compris que j'avais eu raison. Non, je crois que je vais ressortir, dis-je. J'ai oublié d'acheter le journal. Il sourit. Ce n'est pas nécessaire. Vous pourrez voir les dernières nouvelles à la télévision. Vraiment, je préfère lire le journal. Les kiosques sont fermés, mais tenez, prenez le mien. Oui, j'en ai fini, et bonsoir. C'était un homme corpulent, 3 fois plus fort que moi, son journal en main. Je n'avais plus aucun prétexte pour sortir. Je me suis résolue à monter l'escalier. Je suis arrivée à ma chambre. La porte avait un judas que je n'avais pas bloqué de l'intérieur. Sans faire de bruit, j'y ai collé l'œil.
Silencieux, 2 policiers attendaient, l'un assis sur la chaise, l'autre fumant sur le lit. Certains policiers, m'avait-on dit, ne dédaignaient pas la cigarette et se sentaient au-dessus des lois. L'adoption de ce petit vice leur permettait de s'infiltrer plus facilement dans les milieux interlopes. Le téléphone sonna. Un agent prit l'appareil. C'était sans doute l'hôtelier qui les prévenait de mon arrivée. Évitez la panique. Cherchez une issue. Oui, la salle de bain de l'étage. Faire vite. Dans 1 minute, les policiers viendraient certainement me chercher. J'ai fermé la porte de la salle de bain. La fenêtre donnait sur la rue. Je pouvais facilement atteindre l'escalier de secours juste en dessous. Il y avait des passants, mais personne ne me remarquerait, car cette façade n'était pas éclairée. Je me suis laissé glisser, agrippé au bord de la fenêtre, et je suis tombé sur le palier de l'escalier. On cognait déjà à la porte. Au moment où on la défonçait, j'ai dévalé les escaliers, j'ai atteint le trottoir et je me suis mis à courir.